La construction commence 2004, finit septembre 2006. Novembre 2007, donc ça fait 1 an et 2 mois que la centrale est ouverte, Hydro-Québec nous dit « On a tellement d'électricité qu'on ne sait plus quoi faire avec, on est obligé de fermer la centrale. » Ouais. Donc, Hydro-Québec demande à la Régie de l'énergie de fermer la centrale. Mais là, la compagnie TransCanada Énergie a dit « Oui, pas de problème à la fermer, mais vous avez signé un contrat de 20 ans avec nous autres. Il faut que vous nous compensiez. » Et là, il est prévu, au minimum, que la centrale de Bécancour va rester fermée pendant au moins 10 ans et que par année, pour que cette centrale-là ne produise pas, on paye en compensation TransCanada Énergie 150 millions de dollars par an pendant 10 ans. Ouais. Ça, c'est 1,5 milliard de dollars pour pas qu'elle produise. Ça, c'est le même M. Caillé qui nous disait ça va être une catastrophe si on ne va pas exploiter les gaz de schiste. C'est ce même monsieur-là qui nous a dit ça va être extraordinaire comme développement énergétique, économique, de s'en aller vers le gaz naturel. Donc, ce qu'on vous dit, ce que les promoteurs vous disent, je sais que vous le savez déjà, il faut prendre ça avec un grain de sel aussi du point de vue économique. Nous, on a fait sortir, grâce à la presse, la démonstration qu'au niveau des droits d'exploration et des droits de redevance, on aurait des peanuts. Pour l'année 2008 et 2009, pour ceux qui ne l'ont pas lu, le Québec a obtenu en droits d'exploration 3,6 millions de dollars. Pour l'année 2008 et 2009, en Colombie-Britannique, ils ont obtenu 3,5 milliards de dollars. Ils ont eu 1000 fois plus que nous autres. On peut regarder ça d'une manière, on peut dire aussi, est-ce que c'est une subvention de 3,4 milliards de dollars à l'industrie du gaz et du pétrole? Ça peut très bien être ça. Ensuite de ça, les redevances. Tout à l'heure, on parlait d'un régime de développement du 20e siècle. En fait, on a une loi des mines qui date du 19e siècle. 1889 pour être plus précis. Il y a un livre que j'ai lu, que vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle « Germinal », écrit par Émile Zola sur les mines de charbon. Ça date de 1886. Mais moi, quand je vois la façon dont les compagnies pétrolières et gazières exploitent, 1, la ressource, 2, l'environnement, 3, les citoyens, au Québec, avec le régime minier qu'on a, je pense qu'on est dans une espèce de version 21e siècle de Germinal. C'est pourquoi MCN 21, Maître chez nous 21e siècle, c'est une des raisons qui fait qu'on existe. Quand on s'est mis sur pied il y a 5 ans, on a décidé de se réunir. On était des gens d'Hydro-Québec, des chercheurs dans différents domaines. On a par exemple Jean-Marc Pelletier, qui est l'ancien président du syndicat des chercheurs d'Hydro-Québec, qui a eu le front de bœuf de tenir tête à André Caillé, qui était le président d'Hydro-Québec. Là, ça prend du courage pour faire ça, parce qu'il a été menacé de se faire mettre dehors à plusieurs reprises. Il y a Denis Lhomme, qui est un ancien sous-ministre adjoint à l'énergie. Il y a Xavier Dexelet, qui est un docteur en physique. Bref, on a toute une série de gens qui sont qualifiés dans des domaines divers par rapport à l'énergie. Et on a écrit un livre où on dit Jean Lesage et René Lévesque, en 1962, ont décidé de faire quoi? De nationaliser l'électricité. Ce n'est pas un projet qui venait d'eux autres. Le premier qui a pensé à ça, c'est en 1933, c'est le docteur Philippe Hamel. C'est important que ces gens-là sachent ça. C'est important que vous sachiez cette partie de l'histoire-là. En 1962, Jean Lesage et René Lévesque, mais spécialement René Lévesque, s'est promené avec un tableau noir et une craie. Et il s'est assis, puis il a parlé avec des Québécois, puis il a dit « On veut faire en sorte de devenir maître chez nous. » C'était ça le slogan. On a fait une campagne électorale anticipée sur un seul thème, la nationalisation de l'électricité. Pourquoi? Parce que les centrales qui étaient sur notre terrain ne nous appartenaient pas. Parce que les profits ne nous appartenaient pas. Parce que nous n'étions pas maîtres chez nous. Aujourd'hui, on est maître chez nous avec l'hydroélectricité. Pourtant, le gaz et le pétrole, ces droits-là appartenaient à Hydro-Québec jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et le gouvernement actuel a décidé d'aller à rebours de ça pourquoi il y a eu une élection. C'est très important, ça. D'un point de vue historique, c'est jamais arrivé avant, c'est jamais arrivé après. On a fait une élection, puis on a demandé aux citoyens, parce qu'on respectait la démocratie,
Voulez-vous que nous devenions maîtres chez nous en nationalisant nos ressources électriques? Les gens ont dit oui. Ça, là, on peut être fiers de nos grands-parents et de nos parents qui ont passé par ce vote-là, qui ont eu le courage de passer par-dessus toutes les histoires de peur que les compagnies de gaz et de pétrole et d'électricité leur disaient. Écoutez, si vous faites ça, là, vous allez crever de faim. Les banques canadiennes leur disaient, si vous allez de l'avant avec la nationalisation de l'électricité, là, on ne vous finance plus, le gouvernement. Pourtant, l'Ontario avait fait la nationalisation de son électricité en 1906. Mais nous autres, on n'avait pas le droit d'être maîtres chez nous. Il fallait qu'on soit des colonisés chez nous. Les gens se sont tenus debout en 1962. Et ça a fait qu'on était hydro-québécois. On était fiers d'être québécois. Il y a eu beaucoup de dérapages qui ont été faits par Hydro-Québec dans les années récentes. Michael Rioux pourra en témoigner. Mais une chose que je peux vous dire, c'est que nous, ce qu'on propose, c'est de faire la phase 2, qui était déjà dans les cartons, déjà dans les réflexions des gens comme l'évêque à l'époque. C'est-à-dire que le Québec devienne indépendant des énergies fossiles grâce aux énergies vertes par des Québécois, pour des Québécois. C'est ça le projet Matchenou 21e siècle et c'est atteignable. Je ne m'éterniserai pas trop longtemps. Ce que je veux vous dire, c'est que présentement, dans le domaine du transport, par exemple, il y a des projets électriques en transport collectif qui se font. Par exemple, la STM, qui veut justement percevoir une taxe sur les automobilistes, veut électrifier tout son parc d'autobus d'ici 2023. C'est faisable grâce à des gens de l'IREC, grâce à des gens du Centre national de transport avancé, grâce à des chercheurs québécois et des chercheuses québécoises. On a tout à fait avantage à développer des domaines d'expertise dans l'éolien, dans le solaire, dans la géothermie, dans l'efficacité énergétique. On est les deuxièmes plus grands consommateurs d'électricité au monde. On en gaspille l'électricité. On a un potentiel extraordinaire. Donc, c'est notre choix. La Suède a commencé à faire ce choix-là. Ils se sont dit, nous autres, d'ici 2035, plus de pétrole, plus de gaz. On devient carboneutre. Ça, c'est un pays qui est de la grandeur du nôtre, qui a moins de ressources et moins de territoire pour développer son énergie qu'ici. Mais encore faut-il une volonté politique. La réalité, c'est que la volonté politique, elle ne part pas des politiciens. Elle part du monde dans la salle ici, elle part du monde ordinaire, elle part des citoyens ordinaires. Elle part de gens comme Michael, comme Éric, comme d'autres, comme M. Pelletier, qui témoignent si éloquemment de tous les enjeux qui sont en question dans ce dossier-ci. Mais la réalité, là, c'est qu'il faut aussi qu'on arrête de se regarder le nombril. Puis pour moi, l'exemple le plus éloquent, c'est ça. On entend sur toutes les tribunes de radio, on va faire une taxe de 3 cents le litre. C'est écœurant. Je m'excuse, c'est pas assez. Ça va prendre beaucoup plus que ça pour aider à financer justement le développement des énergies vertes. Et outre ça,